Moi, je vais plutôt parler du micro, après le macro qu'on vient de voir, là, c'est-à-dire des enquêtes très globales et très intéressantes d'un point de vue des résultats qu'elles permettent d'ouvrir. Moi, je vais plutôt aller dans le micro, c'est-à-dire la façon dont le végétal peut avoir un rôle dans la ville dense d'aujourd'hui pour pouvoir nourrir les réflexions et les façons de travailler demain, notamment sur le rôle du végétal comme donneur d'ambiance dans le futur. Donc, c'est tout l'inverse de la méthode d'aujourd'hui, enfin qui vient vous être présentée, pardon, c'est-à-dire où on étudie toutes les configurations possibles qui peuvent intéresser un maximum de personnes. Là, c'est tout l'inverse. On s'est plutôt intéressé dans cette recherche, donc qui est l'objet d'un projet pilote, VEJDUD, qui est piloté par Marjorie Musi du CERMA, qui est donc la collègue de l'équipe de recherche à laquelle j'appartiens. On a donc sélectionné des lieux qui sont à peu près, qui nous semblent être très intéressants pour la ville de demain. Et on a essayé de savoir le vécu de ces personnes pour pouvoir construire une sorte de cahier des charges du rôle du végétal comme donneur d'ambiance dans la ville pour après-demain. Voilà. Donc, non, c'est là qu'il faut que j'appuie, autrement ça ne marchera pas. Voilà. Donc les questions, c'est comment peut-on considérer le végétal comme un donneur d'ambiance approprié à l'habitat urbain dense? Et une question connexe qui m'intéresse moi depuis très longtemps, c'est comment les distances de voisinage changent-elles avec le végétal et la perception des ambiances? Donc le végétal, il peut être, pour nous, enfin l'hypothèse importante, c'était que le végétal, on ne le regardait pas que depuis l'espace public ou que depuis l'habitat, mais on essayait de le considérer des deux points de vue. Encore une fois, l'hypothèse étant que dans la ville, de toutes les façons, on vit tout globalement, et que dans la façon de réaménager la ville, il faut absolument penser et le point de vue de l'habitant et le point de vue depuis l'habitat et le point de vue de l'espace public, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc voilà, dans tous les cas, on se pose des questions d'étudier des situations qui sont perçues des deux côtés. Voilà. Donc évidemment, tout ça, ça prend place dans notre projet d'aujourd'hui parce qu'il va y avoir une proximité plus grande entre les constructions. Peut-être, c'est une hypothèse en tout cas sur laquelle beaucoup de personnes travaillent. Et donc des perceptions sensibles de voisinage qui vont être beaucoup plus importantes pour les citadins. Et donc le rôle de ce travail est donc de connaître aujourd'hui comment ça se passe dans des situations qui a priori sont réussies pour les réutiliser d'un point de vue d'un cahier des charges. Alors nous voilà plongés dans une des hypothèses qu'évoque Michel Serres et que l'intervenant d'avant tente de nous dire qu'elle va sans doute aller avec l'obésité, mais bon, il va falloir qu'on gère un peu tout ça. C'est en fait l'évolution va être sans doute de quitter des vieux modèles urbains de composition peu économe en énergie et où on se déplace beaucoup et très loin, pour en venir à des questions beaucoup plus proches de celles que se posent les arbres, c'est donc comment survivre alors que l'on reste immobile. Parce qu'en l'occurrence, c'est bien ce qui se passe pour les arbres. Voilà. Alors l'habitat de demain pourrait avoir alors à rassembler autour de lui des conditions environnementales qui garantiraient une certaine fixité. Et alors ceci ne serait pas contre la nature humaine, contrairement à ce que, là encore, à ce que les représentations nous disent et nos habitudes culturelles depuis une cinquantaine d'années. C'est qu'en fait, on serait des hommes, les hommes seraient assez doués pour le voisinage, en fait. Vous savez bien qu'on ne peut pas vivre tout seul et isolé, on est des animaux humains et la présence de la société est fondamentale. Mais au niveau latent, on serait particulièrement doué pour ça. Mais en général, on ne sait pas pourquoi, mais bon, c'est pas très grave, mais le principal, c'est ça. Donc, vous voyez, vous avez quand même tout
un pan de la pensée aujourd'hui qui reconsidère l'homme à un niveau de relation avec les autres et non pas d'isolation, comme je l'évoquais déjà tout à l'heure. Alors, dans ces situations relatives de fixité, le sentiment de satisfaction du voisinage. Alors, qu'est-ce que c'est que la satisfaction du voisinage? En fait, c'est ce qui donne la sensation d'être uni à un là, c'est-à-dire à un là existant, quoi. C'est-à-dire, en fait, vous n'avez pas l'impression que ce dans quoi vous vivez vous est totalement étranger. Au contraire, vous y trouvez des repères, vous arrivez à y vivre. Donc, ce qui unit un être à un là correspondrait pour l'habitant aux qualités sensibles qui sont données au là, c'est-à-dire qu'évidemment, quand vous avez besoin, enfin, quand vous, pour pouvoir vivre d'une certaine façon dans une situation un peu fixe, il est évident que c'est-à-dire que depuis l'habitat, il est évident que les situations environnementales doivent être de qualité. Ouvrir sa fenêtre ou sortir dehors sur un environnement qui n'a pas de qualité, c'est comme aller se promener dans un parc urbain qui est magnifique à regarder, mais il y a eu tellement de bruit dedans qu'on ne va pas pouvoir s'y installer longtemps. Donc, les qualités sensibles du là sont très très importantes pour pouvoir voisiner, etc. Donc, les aspirations d'étanchéité étant momentanées avec les voisins. C'est-à-dire que c'est comme par rapport au bruit tout à l'heure, il y a des moments où on a besoin de s'isoler, et puis d'autres où et les 3/4 du temps, c'est plutôt en rapport avec l'extérieur qu'on vit. Alors voilà, il faudrait donc reconnaître que l'homme est doué pour les échanges, et que donc il a une expérience sensible du végétal avec son habitat, au regard de situations proxémiques qu'il organise et qu'il invente pour voisiner. Donc ça, c'est intéressant. C'est comme l'homme est doué pour le voisin, il faudrait reconnaître qu'il est doué pour les échanges et que donc il organise, il invente des choses dans ces situations de proximité. Et seconde idée, les gradients de proximité qui fabriquent la perception sensible du paysage ne sont peut-être pour lui pas aussi esthétiques, sont pour lui aussi esthétiques que ce qui est réputé esthétique par les personnes qui sont des spécialistes. Dit autrement, l'homme ordinaire dans l'habitat est un être capable d'avoir des perceptions esthétiques du végétal, mais pas du végétal seulement, c'est-à-dire du végétal avec les autres ambiances, ce dont le concepteur ferait bien de s'inspirer. Voilà l'hypothèse générale de ce travail. D'où l'étude des gradients de proximité portés par l'environnement sensible et par le végétal, dans ce qui donne du sens au rapport interindividuel dans l'habitat. Donc la question, pour résumer, c'est comment, à partir des ambiances données par l'espace construit, à un moment donné, le citadin donne du sens au monde qui l'environne et avec lequel il construit son rapport avec les autres. Voilà. Alors, on est allé dans deux situations, je vais vous présenter deux situations d'études, dont une lyonnaise et une parisienne. Donc la lyonnaise, c'est le quartier des États-Unis à Lyon. Donc le quartier des États-Unis, donc réalisé entre 1921 et 1929, 1620 logements et une densité de 130 logements à l'hectare. Et le Square des Bouleaux, donc c'est rue de Meaux à Paris, 1991, donc c'est construit par Enzo Piano, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est 220 logements locatifs, et la densité c'est 300 logements à l'hectare. Voilà, le quartier, le voici. La composition urbaine associe des espaces publics parcourus par les gens, et des espaces de promenade, les espaces publics parcourus ici, et des espaces de promenade réservés, a priori, plutôt pour les habitants, sans qu'il n'y ait pas la possibilité de passer de l'un à l'autre. Donc en termes de composition urbaine, on a des lieux plus publics, des lieux un peu moins publics, mais sachant que le public peut aller de partout dans tous les cas. Et la composition paysagère, les gens la vivent comme des promenades, entrecoupées de petites bulles végétales qui peuvent cacher
Ce ne sont pas des bosquets. L'ensemble reste une promenade, c'est-à-dire qu'à tout moment, quelqu'un peut arriver dans la clairière. Voilà une photo qui montre en fait la qualité de ces clairières qui sont composées les unes après les autres sur le parcours. Dans ce lieu, les modes de relation sont assez intéressants, visuels et sonores, c'est-à-dire que la distance qui est proposée pour la marche, dont on parlait tout à l'heure, cette distance entre la façade ici et puis le petit alignement là, varie entre 4 et 5 mètres. Et donc elle génère, elle permet à celui qui est dans l'espace public de se sentir relativement bien et sans vue de l'habitat, pas mis au vu de l'habitat, et réciproquement, d'un point de vue de la sensation vue depuis le dedans, la personne regarde celle qui se balade dehors comme étant à une certaine distance. Voilà. Ce qui m'intéresse, vous avez bien compris, c'est de repérer les ambiances, le végétal et les distances métriques, quoi, la mesure qui nous permet de composer l'espace avec ça. Alors, les branches d'arbres viennent parfois toucher les fenêtres. Alors ça, c'est très valorisé par les personnes d'un point de vue de la qualité d'information qui est apportée par la feuille très proche de la fenêtre, à la fois comme modulateur de lumière, bruit, accueil des oiseaux, mouvement perpétuel avec le vent. Tout cela, très simplement, amène le végétal à composer avec celui qui le perçoit des rapports plutôt positifs. Donc voilà, pour résumer, l'espace public est parcouru de clairière en clairière, et dans l'espace privé, le locataire a le sentiment d'être dans une sorte de cabane. Et dans les deux situations, l'habitant se sent protégé. Celui qui est dans l'espace public ne se sent pas vraiment concerné par la présence des habitants. Et celui qui est chez soi est un peu hors du grand ensemble. Donc d'un point de vue du vécu dans une situation relativement dense, on a là une composition urbaine et végétale et ambientale qui est assez... qui d'un point de vue des relations, des distances proxémiques, est assez intéressante. Alors le Square des Bouleaux à Paris, je vous l'avais déjà un peu présenté en schéma tout à l'heure à la fin de mon intervention. Donc c'est un projet qui a été construit par Renzo Piano en 1991. Vous voyez la qualité, j'en profite pour vous montrer que la qualité du filtre par rapport à mes rues du 18e, là, vous voyez, c'est là que ça se passe, quoi. C'est-à-dire que quand on quitte ce bruit-là pour entrer là-dedans, ben vous avez la fameuse pince que je vous présentais dans les rues du 19e, qui elle est fabriquée pour couper totalement de l'univers sonore extérieur. Alors évidemment, on va rentrer dans un lieu qui est plus calme, ce qui va poser des problèmes de voisinage. Parce que dans un lieu plus calme, c'est là qu'on met à s'entendre et à s'entendre entre voisins. Et donc la réponse intelligente a été dans l'espace commun, de faire un bois complet, un bois de bouleau. Donc voilà une image assez intéressante du point de vue du parcours. Donc on le retrouve à Confluence, hein, parce que c'est Michel Lévin qui a fait ça aussi. Donc dans une partie de Confluence, il a fait ça. En fait, les gens racontent que ce qui est merveilleux quand ils rentrent là-dedans, c'est évidemment l'effet de bois, c'est-à-dire en fait les odeurs, l'humide, la lumière, ça bouge. Donc ça, c'est ce rapport à la mobilité du végétal, finalement, quand il bouge, est assez intéressante. Ça nous raccroche aux saisons, ça nous raccroche au sol auquel on appartient, en fait. Voilà. Mais il y a les odeurs. Donc, on accède chez soi dans ce clos-là, et on avait le sentiment d'entrer et sortir dans un ailleurs qui sent la terre, qui ombre la vue et qui fait sonner les feuilles. Voilà, les gens le racontent comme ça. Vu d'un point de vue plus haut, ben voilà la sensation visuelle qu'on peut en avoir. Donc il faut savoir, ce qui est intéressant à retenir, c'est que le végétal reste à la hauteur des immeubles. Ça, c'est quelque chose qui est d'une donnée d'un point de vue
architectural et urbain un peu fondamental, c'est le raccord visuel et sensible, auditif, au végétal en dimension, dans sa dimension verticale. Rester à la hauteur du construit, c'est important. Et puis alors voilà les filtrages que ça propose quand les feuilles sont là. Voilà, alors là on a... Bon, des gens racontent que c'est plutôt assez beau, que l'ensemble est très enjolivé par la lumière qui passe à travers et les ombres. Voilà, et alors ce qui est assez intéressant, c'est que voilà ce qui est raconté, quoi, c'est que c'est un lieu qui rend les gens intelligents ensemble. Donc c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les paroles des personnes. Le bois qui empêche les jeux de se dérouler et qui se font du coup ailleurs, les jeux d'enfants, hein, les jeux de ballon notamment. Bon, c'est une idée merveilleuse, disent les interviewés. Ceci, oui, les jeux se font dans un espace à côté ou ailleurs, mais dans une densité de 360 logements, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Si vous avez 2 ou 3 personnes qui jouent au ballon là-bas en bas, vous avez 360 personnes qui sont sonorisées. C'est exactement ce qui arrive dans les grands ensembles, dans les formes en U, construites dans les années 60, où vous mettez 3 personnes en bas d'un dispositif qui se ferme en plein milieu, et vous avez 500 logements qui sont arrosés par le jeu, le terrain de foot, quoi, ou la musique en bas. Voilà. Donc, la façon de planter génère ici, adoucit en quelque sorte la présence des usages et fait que d'un point de vue du voisinage, la construction offre des vraies situations favorables. Voilà. Alors, on a étudié d'autres situations construites, des grands ensembles, je vous les passe comme ça, hein, avec, là c'est assez intéressant, c'est des grands ensembles qui ont été construits dans un bois préexistant, hein, on en parlait tout à l'heure par rapport à la ville de Rome. Donc il est sûr que quand vous construisez de la densité dans un paysage déjà présent, eh ben, forcément on fait avec les plantations et ça génère des modes de vie, des relations de voisinage beaucoup plus riches. Là, on a un exemple encore à Nantes d'un bois qui est mis en plein milieu d'une situation d'habitat social des années 60. Des petites tours, et le bois au milieu. Et le bois fait office de seuil d'entrée, exactement comme dans l'opération qu'on a vue tout à l'heure de Renzo Piano. Voilà. Donc plutôt favorable. On a étudié des toitures végétales de places publiques, comme la place Satonnet à Lyon, pour ceux qui connaissent la place. Des jardins-salons qui sont installés au pied des immeubles des HBM, en fait, des habitats à bon marché. Alors là, c'est très intéressant parce que la densité là est beaucoup moindre, mais elle pourrait être augmentée. Ce qui est intéressant, c'est que le dispositif proposé est que chaque fois que vous descendez de chez vous, vous avez soit un espace pour aller tendre le linge, soit un espace pour aller jouer aux boules, soit un espace pour se poser. Voilà. Et au final, toutes ces situations-là créent un rapport au végétal et des petits salons, comme des petits salons, quoi, des petits espaces à vivre à l'extérieur, en bas. Voilà, un autre tissu étudié, c'est le jardin Georges Duhamel à Paris, qui est une grande cour en U ouverte. Et puis on a étudié aussi les dispositifs îlots ouverts, porte sans parc, dans le quartier Masséna à Paris. Voilà. Alors qu'est-ce que on retient à propos des situations de voisinage avec l'arbre dans la ville dense française? J'ai rajouté française parce qu'au niveau culturel, on n'a pas encore allé au-delà. Bon, première chose, que le végétal, ça permet d'accorder les rythmes de l'homme et du monde. Ça, c'est un support fondamental pour ça. D'autres l'ont déjà repéré, mais ce qui apparaît dans les entretiens, c'est que cet accord des rythmes de l'homme et du monde sont donnés par le végétal. Le végétal, c'est à la fois ce qui est sauvage et ce qui est domestique. Donc on peut habiter la ville sans la quitter, ou en la quittant peu, parce qu'avec le végétal, on habite le dedans et le dehors à la fois.
le végétal apaise, y compris soi-même. Avec le jardin, on est actif en tant que citoyen du monde, hybridation, empathie, etc. Oui, je ne vous ai pas présenté, on a aussi étudié des situations de jardin potager. Donc c'est un lieu d'expression du talent. Hein. On n'a que des bonnes mémoires des cités-jardins. Voilà. Aussi, avoir le végétal avec soi en ville, c'est sans doute ressentir qu'une résistance à tout ce qui détruit les liens entre les hommes est possible. C'est Chris Younes qui l'annonce dans ses ouvrages, et qu'un reliage s'invente. Donc c'est important de se rappeler cela, que le végétal, c'est une occasion de refaire du lien. Alors le problème, il vient des contre-rythmes, en fait. Le végétal, c'est le réel et l'imaginaire et le symbolique confondus dans les perceptions sensibles. L'un ne va pas sans l'autre, mais par exemple, dès que vous avez un bruit routier qui est trop fort, comme je l'évoquais tout à l'heure, caché derrière le bois, comme ça arrive par exemple dans la situation de Nantes que je vous évoquais tout à l'heure, et bien forcément, il y a contre-rythme entre la perception visuelle du végétal réel et l'imaginaire sonore de la nature qui va avec. Or, l'homme, il a besoin de s'accorder au rythme non contradictoire du végétal et des phénomènes perçus. C'est encore une fois notre cerveau qui nous raconte cela. S'il y a contre-rythme, on ne se sent pas bien. Voilà, et l'image de là est à... Oups. Comment je fais pour revenir en arrière, là ? Voilà. L'image ici correspond à une perception de l'autoroute qu'évoquait tout à l'heure François Brignac. Là, c'est l'autoroute A47. Voilà. En fait, les gens arrivent à supporter à vivre auprès de l'autoroute A47 parce que le regard qu'ils ont sur les collines aux alentours, le fait d'avoir recours au coucher de soleil, etc., leur permet de se sentir relativement bien chez eux, à partir du moment où chez eux, les terrasses servent d'écran acoustique au bruit qui est en dessous. Et donc, toute leur occupation des logements se fait dans la profondeur des salons, bénéficiant en fait de surfaces horizontales qui les protègent totalement du bruit, mais ils gardent la vue. Voilà. Donc on a l'homme cherche toujours à accorder ce qu'il voit et ce qu'il perçoit, ses envies, avec le végétal. Et quand il arrive à se cadrer, eh ben, tout est bien pour lui. Alors quelques conclusions, encore provisoires. Le logement doit rester à la hauteur de l'arbre. Au-delà de 9-10 étages, le végétal apporte peu de perception. Le filtrage visuel du végétal est efficace s'il n'y a pas d'activité bruyante au sol. Par exemple, dans la rue de Meaux, la distance entre vis-à-vis est de l'ordre de 25-30 mètres. Là, regard et écoute sont dans un rythme concordant. Le bois accueille des activités, en empêche d'autres, et il tient des odeurs. Voilà. Le rythme d'occupation jour-nuit d'un petit parc public donne une tonalité paysagère à la présence du voisin, comme ici à 35-40 mètres du vis-à-vis. Alors ce jardin-là, c'est le jardin Georges Duhamel à Paris. C'est un jardin public le jour, mais il est fermé le soir. Et donc les gens se retrouvent entre eux le soir, et la distance de 30-35 mètres avec le parc devant, mais une distance visuelle suffisante et acoustique aussi, parce qu'il y a quand même des activités qui se déroulent dans le parc de type présence des animaux l'été, etc., au moment où tout le monde se met dehors. Et donc, et puis il y a quand même du bruit de fond urbain qui rentre à l'intérieur de la cour. Et donc tout ça met à bonne distance, enfin une distance perceptible, adéquate pour un Français qui habite là-bas, le voisinage, et le regard sur le végétal qui ne passe pas par le filtrage ici. Hein, c'est pas un filtrage, voilà. Les perceptions à 360 degrés sont toujours très valorisées. Ça, évidemment, on a tendance beaucoup à les oublier et à l'oublier dans la composition de l'habitat. On imagine qu'une terrasse, ça suffit. Voilà, il faut re-regarder à nouveau les mono-orientations ou les simples orientations depuis le logement sur le dehors pour proposer des situations plus ouvertes. Voilà. Dernière remarque. Dans la recherche des concordances sensibles entre ce qu'on ressent, donc d'un point de vue, ce qu'on perçoit du point de vue des ambiances et le végétal, il semble que les débits d'information en ville sont moins forts à longue distance qu'à faible distance, ce qui n'est pas le cas dans la campagne. Le gradient d'information, il est à la fois quantitatif et qualitatif, c'est-à-dire que la richesse de l'information va en augmentant avec la proximité. Comme quand on s'approche d'un instrument de musique en direct ou des pots de fleurs sur un balcon ou des branches de l'arbre à la fenêtre, etc. Donc plus vous vous approchez du végétal, plus vous avez des informations.
Voilà. Par contre, je reste bien sur la question de l'urbain. Après, dès qu'on a des vues sur des campagnes lointaines, etc., les phénomènes peuvent totalement s'inverser. On peut aussi avoir des rapports avec des paysages très lointains, comme par exemple à Grenoble, ce qui fait un peu la magie de la ville. Et donc, retrouver depuis les espaces publics des regards très lointains vous fait oublier, fait une sorte de parenthèse sur la perception qu'on a de la ville locale. Voilà, et puis les informations vont suivre encore, mais pour l'instant, on en est là. Voilà. Merci Olivier. Camille Rieux, Aéronal, pour un tout petit commentaire technique qui n'est pas à la hauteur de cette présentation. Mais pour dire que l'avantage de la présence des arbres est indubitable, mais il faut savoir qu'il y a des espèces végétales qui sont très allergisantes pour l'homme. C'est le cas d'un certain nombre d'espèces qu'on implante en ville, c'est le cas du bouleau, du cyprès, des platanes. Donc, bien sûr, la présence de l'arbre, c'est très très intéressant, mais il faut être vigilant dans une perspective d'impact sanitaire de choisir les essences qui ne produisent pas d'allergie. Oui, je sais, chaque fois que je présente cette image, vous avez raison, et de le préciser, et chaque fois j'oublie de le dire. Une autre réaction ? Oui, on va pousser aussi un peu plus loin la question sanitaire. Ça demande quand même un entretien d'espaces boisés ou d'espaces verts. Quid de la question des traitements qui peuvent y avoir lieu, des traitements qui peuvent être des traitements chimiques, peuvent être des traitements thermiques, et puis aussi des engins qui peuvent générer des nouvelles nuisances lorsque l'on veut faire des coupes, des tailles ou la sécurité même des habitants et des professionnels. Oui, bien sûr. Moi, je peux, sur le square des Bouleaux, l'opération de Renzo Piano, en fait, ils taillent ça une fois par an et il n'y a quasiment plus d'entretien. L'humidité est tenue par le sol, ils n'ont même pas besoin d'arroser. Il y avait un système d'arrosage qui était prévu au début, qui ne fonctionne plus maintenant. Et au final, les arbres aujourd'hui, avec la protection je sais pas, j'ai l'impression que c'est des cotonéastères qui sont dessus, mais je ne suis pas bien sûr de moi, fait que en fait, ça tient, quoi. Voilà, il n'y a pas une forme d'entretien qui se fait une fois par an. Voilà ce que disent les habitants. Je ne suis pas allé vérifier, et peut-être qu'il y a de l'entretien chimique derrière, je ne sais pas. Mais encore une fois, enfin, vous avez bien compris que mon propos n'est pas de rentrer en détail dans tout, c'est d'évoquer le rôle que peut avoir le végétal dans la sensation avec les ambiances du voisinage.